Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Séance houleuse à la Chambre des députés. Au cœur des débats, la loi électorale, le droit de vote des Libanais de l'étranger et la polémique autour de la roche de Raouché. Entre échanges tendus, accusations de vouloir reporter les élections, retrait des députés Katayeb et passe d'armes entre les forces libanaises et Ali Hassan Khalil, les divisions politiques se creusent à l'approche de l'échéance de 2026. Lors de la séance législative, le temps est monté autour de la question électorale et du rôle du gouvernement. Le député Firas Hamdad a dénoncé les accusations visant le Premier ministre Nawaf Salam, qualifié de discours dangereux pour l'unité nationale. Le président Nabih Berri a répliqué en rappelant que le gouvernement était celui de tous les Libanais. Le député Sami Jmaïel a quant à lui exigé la mise au vote du projet de loi électorale concernant les expatriés. Ayant essuyé un refus, il a annoncé le retrait de son bloc, dénonçant une exclusion volontaire des Libanais de l'étranger. Le débat s'est ensuite transformé en affrontement verbal. Ali Hassan Khalil a accusé les forces libanaises de chercher à faire capoter les élections, déclenchant une vive altercation ponctuée d'applaudissements ironiques et d'insultes. Le député Georges Redouane a quant à lui suspendu la participation de son bloc aux réunions de la sous-commission, dénonçant des manœuvres pour retarder le scrutin. Joubran Bassil, de son côté, a demandé au gouvernement d'appliquer la loi telle qu'elle. Belhem Khalaf a plaidé pour un amendement urgent afin d'assurer le vote des expatriés, tandis que Hadi Aboul Hosson a proposé la suppression de l'article 112 pour permettre aux Libanais de l'étranger d'élire l'ensemble des 128 députés. Le chef de la Chambre a rappelé que toute tentative de contourner la loi actuelle était inacceptable. Mais pour l'opposition, empêcher les expatriés de voter équivaut à un délit démocratique. Une séance marquée par les clivages et les invectives qui laissent planer l'ombre d'un report du scrutin de 2026 au risque de fragiliser encore la vie politique libanaise. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la résidence des Pins à Beyrouth a exceptionnellement ouvert ses portes au public. Un rendez-vous rare qui a attiré de nombreux visiteurs curieux de redécouvrir ce lieu historiquement emblématique et donné accès à l'histoire et à la mémoire du palais. Grâce à un guide audio, les visiteurs ont pu revivre les différentes étapes de son passé. Parallèlement, plusieurs expositions étaient proposées. Un parcours photographique retraçant des archives historiques et une présentation d'aquarelles signée par l'artiste Maria Magro. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la résidence des Pins à Beyrouth a exceptionnellement ouvert ses portes au public. Un rendez-vous rare qui a attiré de nombreux visiteurs curieux de redécouvrir ce lieu historique emblématique et donner accès à l'histoire et à la mémoire du palais. Grâce à un guide audio, les visiteurs ont pu revivre les différentes étapes de son passé. C'est une opération que nous essayons de faire chaque année dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Et cette année particulièrement, le thème était le patrimoine architectural. Donc évidemment, ouvrir la résidence des Pins a tombé sous le sens. Ensuite, c'est un lieu emblématique du Liban, autant que de la relation entre la France et le Liban, puisque c'est sur les marges de cette résidence qu'a été proclamé le Grand Liban le 1er septembre 1920. Et puis évidemment un symbole de la relation bilatérale, puisque cette résidence a accompagné la relation depuis cette époque-là. Donc l'idée, c'est aussi de faire découvrir aux jeunes Libanais en particulier le début de leur histoire. Et qu'ils puissent voir, à travers notamment une exposition photographique sur les origines de la résidence des Pins et sa vie au long des années, qu'est-ce qu'a été cette résidence des Pins au travers de ces années-là. Parallèlement, plusieurs expositions étaient proposées. Un parcours photographique retraçant des archives historiques, une présentation d'aquarelles signée par l'artiste Maria Magro, ainsi qu'une exposition du sculpteur Ghassan Zared qui a mis en valeur l'art contemporain au cœur même de ce monument chargé d'histoire. Voilà que dans tous mes postes que j'ai suivi mon mari, j'ai toujours peint les bâtiments français. Et donc je veux simplement transmettre ma peinture, ma sensibilité. Et je m'inspire toujours de ces monuments pour faire ce genre de travail.
L'aquarelle, c'est ma passion. Écoutez, ça tombe bien parce que mon travail est toujours en rapport avec la nature, avec l'écologie et avec l'histoire du Liban, surtout. Et l'ambassade de France est très chargée d'histoire. Depuis 1920, il y a toute une histoire qui tourne autour de cet espace. Et heureusement, là, pour une fois, on a pu mettre en rapport un travail de... je suis libanais, je suis français. Donc voilà, les sculptures représentent quand même une part de libanais, puisque je le suis et j'ai vécu tous les problèmes qui sont liés au Liban, mais aussi une partie de la France, puisque j'ai vécu très longtemps pendant. Ces journées européennes du patrimoine à la résidence des Pins ont permis de tisser un pont entre mémoire et création artistique, tout en renforçant le rôle de cet endroit comme symbole culturel et patrimonial au Liban. À Washington, Donald Trump reçoit Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche avec un objectif affiché, arracher un accord sur Gaza. Le président américain promet un cessez-le-feu permanent, la libération des otages et une gouvernance sans le Hamas, tandis que le Premier ministre israélien persiste dans son discours de guerre. Donald Trump et Benjamin Netanyahou se retrouvent à la Maison-Blanche, leur 4e entrevue depuis l'investiture du président américain en janvier dernier. Dimanche, Donald Trump annonçait sur sa plateforme Truth Social être prêt à conclure un grand accord pour Gaza. Objectif affiché, mettre fin à 2 années de guerre meurtrière et ramener les otages israéliens encore détenus dans l'enclave palestinienne. Trump a soutenu que ce sera un accord qui ramènera les otages. Ce sera un accord qui mettra fin à la guerre. Le plan américain prévoit un cessez-le-feu permanent, un retrait israélien de Gaza et une future gouvernance sans le Hamas. Selon la presse britannique, l'ancien Premier ministre Tony Blair pourrait jouer un rôle clé au sein de l'autorité de transition. Après l'ONU, l'Union européenne confirme le rétablissement des sanctions contre l'Iran, accusé de poursuivre un programme nucléaire et balistique non conforme à ses engagements internationaux. Les 27 visent des entreprises, des banques et des individus liés à la prolifération. Téhéran, elle, dénonce une décision injustifiable. L'Europe s'aligne sur les Nations Unies. Réunis à Bruxelles, les ministres européens ont confirmé le rétablissement de sanctions contre l'Iran au lendemain d'une décision similaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces sanctions visent les acteurs liés au programme nucléaire et au développement de missiles balistiques. Entreprises, entités financières et individus accusés de fournir équipements, financement et savoir-faire sont désormais ciblés. En plus des mesures onusiennes, l'Union européenne ajoute ses propres restrictions. Gel des avoirs de la Banque centrale iranienne et nouvelles sanctions commerciales et économiques. À Téhéran, la réaction est immédiate. Les autorités iraniennes dénoncent une décision injustifiable, rappelant que les sanctions avaient été levées après l'accord nucléaire de 2015. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.